Dans ce quartier tranquille de Montluçon, Abilio, cafetier, est incrédule. L'une de ses voisines a été tuée. Généralement, toi, je me trouvais là, et puis je la voyais sortir, là. Donc, on s'approchait, puis on discutait ici, là. Voilà. Elle habite où il y a les fleurs, là. Donc, elle sortait là. Le 13 mars dernier, Jeannine Ponce, 74 ans, aurait été étranglée et rouée de coups chez elle par des inconnus. Mais c'est vrai que la porte du bas était fragile, ouais. Juste en tournant, en mettant un petit coup de pied en bas, ça s'ouvrait. Voilà. La voisine d'Abilio serait la dernière victime d'une série de crimes qui a secoué cette petite ville de 40 000 habitants. 3 meurtres et un viol en à peine 10 jours. Non, il paraît que les gens du Biscayou, ils étaient dans un état... Bah, même la petite dame, moi, c'est un policier qui me l'a dit. Ils l'ont retrouvé dans une mort de sang. Enfin... C'est des barbares, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Ouais. Les auteurs présumés sont aujourd'hui mis en examen et incarcérés. 3 jeunes, dont 2 mineurs, qui auraient basculé dans une folie meurtrière. Tout commence dans la nuit du 2 au 3 mars. Au premier étage de cette maison, un couple est retrouvé mort, massacré. Massimo Degli Santi, 72 ans, y vivait avec sa femme paralysée qui ne sortait jamais de chez elle. Pour compléter sa retraite, il livrait des journaux. C'est l'une de ses collègues, posant ici avec lui, qui a donné l'alerte. Inquiète de ne pas le voir arriver au travail. Elle a accepté de témoigner à visage caché. J'essayais de le joindre au téléphone. Et comme il n'y avait pas de réponse, j'ai décidé d'aller chez lui. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai vu qu'il y avait de la lumière à l'étage. Donc j'ai tapé et puis je l'ai appelé. Là, c'est un jeune gars qui est venu m'ouvrir et il a refermé tout de suite la porte. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, de toute façon, je vais appeler la police. Donc je suis revenue au bureau parce que j'étais partie sur mon portable. Donc j'ai pas voulu retourner toute seule, j'ai pris un collègue avec moi. On est retourné là-bas et j'ai retapé, j'ai tapé à coups de pied et tout en disant la police va arriver. Et c'est là qu'en tournant la tête, j'ai vu que sa voiture était allumée. Je me suis approchée de la voiture et on a vu qu'elle avait été fouillée, la boîte à gants était ouverte, tous ses papiers étaient par terre et sur le siège passager. J'ai dit, de toute façon, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je savais. À leur arrivée, les policiers découvrent un appartement sans dessus-dessous et de nombreuses traces de sang. Massimo gît dans une chambre, sa femme dans une autre. Tous les deux ont la boîte crânienne enfoncée. Lui a en plus reçu des coups de couteau et a le ventre perforé par une aiguille à tricoter. Elle, après avoir été frappée, est morte asphyxiée sous un oreiller. Un couple, pourtant sans histoire. Après sa tournée de livraison de journaux, Massimo fréquentait ce bar PMU chaque matin. Il arrivait, il prenait son ticket, c'était tous les jours comme ça. Alors s'il y avait un peu de monde, il râlait, il disait vite, 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 je suis pressé. Il venait là. Pour la patronne, C'était ses habitudes. Massimo avait le caractère bien trempé de ses origines italiennes, mais un cœur d'or. Sur son ticket, je marquais toujours Maximo, avec un X. Et il n'aimait pas, il me disait, moi c'est 2 S, hein, Marie. Il y tenait à ça. Et je l'ai fait râler plus d'une fois. Je trouvais que c'est joli, Maximo. Marie se demande encore pourquoi Massimo a été ainsi massacré. Seuls quelques bijoux et la carte bleue du couple a été volée, mais aucun retrait effectué. Sur la scène de crime, pas d'empreinte digitale, ni d'ADN connu. Seule piste, le témoignage de la collègue de Massimo, qui dit avoir aperçu un homme derrière la porte. Elle le décrit blanc, aux cheveux bruns, âgé d'une vingtaine d'années. Les enquêteurs n'ont aucun suspect. Quand une semaine plus tard, devant cette discothèque, Julien Mochossa, le chef de la sécurité, assiste à une scène à peine croyable. Vers 2h30 du matin, ce samedi, il aperçoit sur les caméras de vidéosurveillance de l'établissement un jeune homme, visiblement ivre et violent. Il a attrapé la panty là et puis il le secouait, il tapait dedans. Donc à ce moment-là, on est sorti.
On lui a demandé de partir. Il a commencé à se reculer, à sortir tout en nous insultant. Là, on a dit ça va pas s'arrêter là, il veut pas lâcher. Donc j'ai pris mon portable et à ce moment-là, je l'ai filmé. Donc voilà ce qui avait été pris. Sur la vidéo, un jeune homme noir portant un jean et des baskets rouges fait soudain une étonnante confession. Je suis le meurtrier, Maurice, je te connais pas. Fuck-moi de moi. Se retrouve Maurice, imbécile. C'est la première fois que je te dis ça. Imbécile. S'agit-il de véritables aveux ou de la frime d'un jeune homme ivre? Par acquis de conscience, Julien parle de cette vidéo à un ami policier. Seulement le profil de cet adolescent ne correspond pas au suspect décrit par la collègue de Massimo, qui, elle, parlait d'un jeune homme blanc. Les enquêteurs ne croient pas ces aveux. Pourtant, dès le lendemain, un nouveau drame va ébranler leur certitude. Le dimanche matin, au commissariat de Montluçon, une jeune femme arrive en état de choc. Elle vient de se faire violer. Elle raconte qu'à 6 h du matin, 2 hommes ont pénétré dans son appartement et l'ont agressée. Elle ajoute que son ami, présent dans la pièce, lui, a été frappé à la tête avec une hachette, ligoté et forcé à assister à son calvaire. La jeune femme aurait été violée à plusieurs reprises. Aux enquêteurs, le couple explique aussi qu'en partant, les agresseurs ont laissé une bague en guise de dédommagement. Dessus, une inscription, le mot « Friends ». Leur profil, 2 jeunes noirs dont l'un portait des baskets rouges. Les policiers ont à peine le temps de faire le lien avec le jeune homme de la boîte de nuit qu'un nouveau drame secoue la ville. Le lundi après-midi, Janine Ponce, la voisine du cafetier, est retrouvée morte chez elle. Le ou les auteurs l'ont agressée sexuellement. Le décès remonterait à 48 heures. Les enquêteurs établissent un rapprochement avec le viol de la jeune femme, car parmi les bijoux de Janine, une bague porte l'inscription Friends. Ils font aussi le lien avec le meurtre du couple la semaine précédente. Janine, comme Massimo et sa femme, a la boîte crânienne enfoncée. Le jeune homme aux baskets rouges devient le suspect numéro 1. Il est recherché dans toute la ville. La police surveille principalement un quartier où vivent des étudiants originaires de Mayotte. Et le soir même, un jeune homme noir portant des baskets rouges est interpellé devant chez lui. Ali, 17 ans, reconnaît très vite sa participation aux 3 meurtres et au viol. Arrivé de Mayotte il y a 2 ans, Ali habite avec son grand frère dans cet immeuble où vivent d'autres jeunes Mahorais. Le groupe est mal vu dans le quartier. Mustapha est le propriétaire de l'immeuble voisin. Il a déposé plainte à plusieurs reprises pour tapage. Voilà leur cours. Ils mettaient la musique à fond là-bas. Ils faisaient leur barbecue, tout. Ils étaient au moins une dizaine à la cour. Ils buvaient toute l'après-midi, toute la nuit, quoi. Ils étaient tout le temps bourrés. Selon lui, le groupe ne faisait pas que du bruit. Oui. Ils cambriolaient aussi leurs voisins. Et depuis qu'Ali a avoué les meurtres, la tension est encore montée d'un cran dans le quartier. Aucun des locataires de Mustapha n'accepte de témoigner devant notre caméra. Bah, ils craignent des représailles, quoi. Parce qu'il y a encore... ils sont encore 2 ou 3 là-dedans. Dans l'immeuble d'Ali, 2 jeunes ont accepté de nous recevoir. Ils connaissent très bien l'adolescent et son frère. Ce sont leurs voisins. Lorsqu'ils étaient en train de faire la fête, ils me disaient que voilà, aujourd'hui on fait la fête, si tu souhaites venir avec nous, voilà, il n'y a pas de souci. On faisait des petits barbecues et tout. Et on partage tout.
Venu en métropole pour étudier, très vite Ali décroche et sombre dans l'alcool. Mais selon cet ami, rien ne laissait présager qu'il puisse se livrer à de tels actes. Je pensais pas à ça, qu'il est capable d'aller jusqu'à là, à faire ce genre de trucs. Meurtre, crime, je sais pas quoi. Pour moi, carrément, je suis pas conscient de ça, moi. Ali leur aurait confié vouloir s'en sortir. Ces derniers mois, il enchaînait les stages, aidé par les services sociaux de la ville. Il a travaillé dans ce restaurant, dans une boucherie et dans ce fast-food. Nabil, le patron, a fait sa connaissance lors d'une étonnante rencontre. En décembre dernier, il a été cambriolé à plusieurs reprises. C'était là. La nuit, j'ai dû faire une caisse. Ouais. Voilà, et du coup, il avait ça qui était pris. Je me suis pas rendu compte tout de suite, je pensais que c'était quelqu'un d'un ouvrier et tout. Bref, la première fois, j'ai pas relevé. Deuxième fois, pareil. Mais carrément, moi, j'avais fermé la clé, tout arraché. Il avait arraché le tiroir 4, il l'a emmené avec lui. Le voleur s'est introduit dans le restaurant par une porte arrière. Au troisième cambriolage, Nabil l'a surpris en flagrant délit, puis a filmé. Le voleur tente alors de prendre la fuite et se cache sur le toit d'une véranda voisine. C'est Ali. Du coup, là, un peu, on lui a mis 2-3 petites tartes pour qu'il comprenne. Et il pleurait, tout. Ouais, il pleurait carrément, il pleurait tout. Excusez-moi. Il se de la peine, quoi. Après, je lui ai dit, quoi, je porte pas plainte, mais tu vas venir travailler, quoi. Ali a été employé ici 15 jours fin janvier. Il n'a montré aucun signe d'agressivité. Alors, comment 2 mois après, cet adolescent aurait-il basculé dans l'ultra-violence? Devant les enquêteurs, Ali affirme qu'il n'a pas agi seul. Il donne le nom de 2 jeunes originaires de Mayotte, eux aussi. Manuel, 20 ans, un ami livreur. Il aurait servi de chauffeur lors d'une des virées macabres. Et surtout Idrissa, 16 ans, qui aurait tué et violé avec Ali. Idrissa est déscolarisé, sans domicile fixe, connu des policiers pour violence. Il passe ses journées avec Ali entre Montluçon et Clermont-Ferrand. Les 2 copains boivent beaucoup, notamment dans ce parc, lieu où se rassemblent les jeunes originaires de Mayotte. Manuel et Idrissa sont interpellés et reconnaissent les faits. Tous auraient agi sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Comme Ali, ils sont incarcérés. Les avocats de Manuel et d'Ali n'ont pas souhaité s'exprimer. Selon celui d'Idrissa, maître Jean-Louis Deschamps, le but de ces équipées meurtrières était avant tout de cambrioler des appartements. Mais son client ne s'explique pas comment les événements ont tourné au drame. Il apparaît d'une manière très éloignée de ses actes, à tel point qu'on le sent détaché, comme si son comportement lui échappait. C'est pour cela que la question qui est posée, qui nous interpelle, c'est de savoir s'il a la mesure, la conscience de la gravité de tous ces actes. Devant les enquêteurs, Ali et Idrissa se renvoient la responsabilité des déchaînements de violence. Mais pour l'avocat, c'est l'alliance des 2 qui a enclenché cet engrenage infernal. Il y a une complémentarité dans ces gestes macabres, une complémentarité, une espèce de synergie. Il y a une espèce d'entraînement mutuel. Pour ces faits, Ali et Idrissa ont été mis en examen pour meurtre avec acte de torture et de barbarie, séquestration et viol. Manuel, pour complicité. Les policiers étudient maintenant leur éventuelle implication dans des dossiers non élucidés. L'ADN d'Idrissa a déjà été identifié dans l'affaire de la gare de Clermont-Ferrand. En octobre dernier, un agent SNCF y a été tabassé et laissé pour mort. Idrissa et Ali seront aussi entendus dans le cadre d'un viol commis en mars 2016.